Ça, c'est l'avenir. L'impression multicouleur et multimatériaux. Enfin, je dis avenir, mais c'est déjà là. Pas encore à porter toutes les bourses, n'est-ce pas? Mais ça commence à venir. Snapmaker s'est lancé dans le bain avec un modèle à un peu moins de 1 000 €. Ok, d'accord, mais il risque bien d'avoir quelques sueurs froides parce que la Creator 5 fait son entrée. Et ça tape fort, 200 € moins cher, avec des choix techniques plus malins et d'autres un peu moins. Ok, mais de quoi on parle là en fait? Ça, c'est une imprimante multitête. C'est super utile pour imprimer des modèles en plusieurs couleurs, mais aussi et surtout en multimatériaux. C'est idéal pour faire des figurines, des objets souples, améliorer les supports et plein d'autres trucs super sympas. Ça fonctionne comme ça. On a une base qui se déplace dans toutes les directions et 4 têtes d'impression stockées ici sur le côté. Hein? Quoi? C'est possible ça? Chaque tête a sa propre buse et est reliée à une bobine de filament. Elles sont toutes déjà préchauffées, en général à la moitié de la température. La base vient chercher la couleur qu'elle a besoin. Elle imprime, la redépose, vient chercher la suivante et ainsi de suite. Ça va? J'ai perdu personne? À ce jour, c'est la technologie la plus rapide et la plus économe pour le multicouleur ou le multimatériau. Un cycle complet prend environ 15 secondes. Comme chaque tête est déjà amorcée de sa couleur, ça enlève complètement l'étape de purge qu'on retrouve sur les systèmes à buse unique. Vous savez, ces jolies petites crottes qui consomment souvent 2 à 5 fois le poids du modèle et qui font exploser le temps d'impression. Grâce à cette technologie, finito le gaspillage. Enfin! Du moins en ce qui concerne la purge, parce qu'il reste toujours la tour d'amorçage. Mais elle est obligatoire, comme ton abonnement sur la chaîne. Comme son nom l'indique, elle permet d'amorcer et de régler le débit de filament avant l'impression. Le point positif, en retirant les purges, on gagne énormément de temps et ça économise beaucoup de filaments. Mais il y a quand même une contrainte. On est limité à un nombre de couleurs qui dépend du nombre de têtes. Par exemple, ici, il y en a 4. Bon, 4, c'est déjà très bien pour la plupart des modèles. Mais voilà, comme ça, vous savez. C'est là que Flashforge fait son entrée avec sa nouvelle imprimante multitête. Perso, j'ai pris beaucoup de plaisir avec la Venture 5. Espérons que ce soit pareil avec la Creator. L'imprimante arrive dans son carton de 19 kg. Petite mousse sur les côtés, emballage plastique tout autour, classique. On peut dire qu'elle est déjà préassemblée parce qu'il n'y a que 4 éléments principaux. Le caisson, ça, on peut pas le rater. Le module multitête, cool, les supports à bobine et l'écran. L'assemblage est simple et rapide. L'écran se clipse, se visse et peut se déplacer vers le haut et le bas. Idem pour le module multitête qui se trouve sur le côté. Clips, vis, terminé. Chaque tête est aimantée et s'insère dans les 2 broches. On connecte les câbles sur les bases et c'est tout. Évidemment, on n'oublie pas les vis de sécurité qui maintiennent le plateau. Il ne me reste plus qu'à installer les 4 porte-bobines sur le côté. Et voilà, en à peine 15 minutes, elle est déjà prête. Vous imaginez? Pour une première impression, ça respire la qualité. Alors que Snapmaker a fait le choix de plusieurs éléments en plastique malléable, ici le châssis est en alu et les côtés sont en plastique rigide. L'ensemble est robuste et solide. C'est une imprimante ouverte, donc destinée aux filaments standards comme le PLA, PETG et TPU. Pour les filaments techniques, on se dirige plutôt vers le modèle Pro, qui dispose d'un caisson entièrement fermé. À l'intérieur, la base est fixée sur une pièce en métal, qui se déplace sur les rails aux extrémités. Classique. L'écran est fluide et tout est bien expliqué. Chapeau. Voilà pour les grandes lignes. La calibration est automatique, il n'y a rien à faire. Ah, il est loin le temps où ça se faisait avec un niveau à bulles et une feuille de papier. Ça commence par un nivellement du plateau. Comme vous pouvez le voir, on est sur une surface d'impression de 256 sur 256 sur 256. On dirait bien que Bambu Lab a instauré un nouveau standard. Une fois le nivellement terminé, elle nous indique de retirer le plateau d'impression. C'est pas chaud, hein? Non. Si, c'est chaud. En dessous de celui-ci, il y a un petit disque métallique dans le fond. Elle permet à l'imprimante de calibrer chaque tête pour éviter tout décalage. Donc, il en prend une, fait sa petite popote, puis recommence avec la suivante. La calibration totale prend moins de 40 minutes. L'emplacement des bobines se trouve sur le côté droit. Le filament s'insère dans les entrées numérotées et il est immédiatement détecté par l'imprimante. Dès qu'il atteint la butée, on appuie sur le petit levier, on relève un petit coup, on relâche et il est verrouillé. Super simple. Sur l'écran, il apparaît dans l'onglet filament. On clique sur modifier pour renseigner la matière et la couleur. Par réflexe, on voudrait appuyer sur le bouton charger pour amorcer la tête. Vous savez, la procédure habituelle qu'on doit faire sur les autres modèles. Ici, c'est pas nécessaire. Cette étape se fait automatiquement à chaque lancement d'impression. Pas mal, hein? En revanche, je ne sais pas si ces bobines sont plus grandes que celles de Flashforge, ou s'il n'y avait tout simplement pas le choix de les mettre à cet endroit. Mais l'emplacement 1 et 4, le filament passe par derrière. Bon, apparemment ça vient pas des bobines. Elles sont identiques.
Ah, il serait bien temps que je revoie mon anglais. J'ai monté les bobines à l'envers. Classique. Qu'est-ce que je peux être bête. Voilà, c'est bien mieux comme ça. Nickel, maintenant chaque fil est bien aligné. Ça m'apprendra à vouloir aller trop vite. En parlant de port-bobines, elles sont super pratiques parce qu'elles s'adaptent à toutes les marques et tous les modèles. Comme quoi les choses les plus simples sont souvent les meilleures. Ou en anglais, less is more. Bah oui, je dois réviser les gars. Sur l'écran, il y a 2 modèles préenregistrés. Un petit bateau multicouleur et le logo. Ouais. Bon, allons-y pour le petit bateau tout en couleur. Ça permettra de voir comment elle gère les profils d'impression préenregistrés avec des filaments d'une autre marque. Il dure 49 minutes. Et franchement, je m'attendais pas à ça. Le résultat est magnifique. Je suis limite émue. J'espère qu'en vidéo ça donne aussi bien parce que c'est hyper propre. Les couches sont lisses, homogènes, la gestion des profils sont bien optimisées, la démarcation entre les couleurs sont nettes, pas de débordement, pas de bavure. Ah si, là. Ah, un mélange de couleurs. Et en plus, on voit fort chaque couche et ça a l'air de partir dans tous les sens. Ah oui, c'est vrai, j'ai utilisé un filament licorne avec des dégradés de couleurs. Oh là là, décidément, moi et la bêtise. Ça fait un effet d'optique, mais en réalité, les couches sont aussi propres que celles d'en haut. Maintenant qu'elle est chaude, c'est parti. Qui dit couleur, dit Flexi-Style, évidemment. Sur papier, elle a tout ce qu'il faut. Buse en acier trempé à 320 degrés, plus résistant et température plus haute que la Stammaker. Idem pour le plateau, il va jusque 120 au lieu de 100. C'est overkill pour du filament standard. Mais je pense que c'est parce qu'elle est construite sur la même ligne de production que la version Pro, celle avec son caisson fermé réservé pour les filaments techniques. Il n'y a encore aucune info si on peut upgrader cette version vers la Pro, style avec un kit. Mais sur le châssis, elle a déjà la ventilation, la filtration et tout le tralala. En parlant de filaments, j'ai utilisé plusieurs marques différentes. Il y a Bamboo, du Sunloo, du Flashforge, du Creality. Une vraie pizza 4 fromages le truc. Ça me donne faim. Pour info, pour chacun d'entre eux, c'est le profil générique PLA, préenregistré de Flashforge. Pas de prise de tête. Les modèles de petite taille, c'est juste parfait pour rendre compte de la précision et du rendu sur les petits éléments. Vous en pensez quoi? J'espère que le rendu à l'écran est fidèle. De mon côté, je suis super surprise. À vrai dire, je m'attendais à rien en particulier. Et là, le résultat est juste magnifique. Les couches sont lisses, les détails sont bien reproduits, c'est bluffant. J'ai beau chercher, je ne vois rien à redire. Ça ne mange pas de pain, mais pour une impression de qualité, le filament doit être sec. Vous le passez quelques heures dans un sécheur avant d'imprimer. On voit beaucoup trop de vidéos de tests d'imprimante avec des filaments humides. Je ne comprends pas. C'est pourtant la base. Et le minimum quand on présente une machine. Sinon, c'est comme tester une voiture avec les pneus crevés et dire qu'elle manque de reprise. Blague à part, les connectiques pour relier un sécheur de filaments sont déjà présentes ici sur le côté. Mais rien d'officiel du côté de Flashforge, donc je m'y attarde pas. La conception est intelligente. Plutôt que de mettre toute la partie technique dans chaque tête et complexifier chacune d'elles, comme le système de Stammaker par exemple, ici tout est centralisé directement dans la base. Comme le moteur d'extrusion et tout le tralala. Les têtes ne contiennent que la buse. Elles se remplacent super facilement. On dévisse les 2 petites vis. Dévisse les 2 petites vis. Ouais, ça va, je sais, j'ai 4 ans dans ma tête. Franchement. On retire la buse et on met la nouvelle et c'est tout. Un jeu d'enfant, quoi. Pour le prochain, je suis partie sur Paul le Poulpe. Ces tentacules occupent une bonne partie de l'espace. C'est idéal pour voir si l'adhérence est fonctionnelle sur tout le plateau. Apparemment, elle a géré comme une chef. Encore une fois, la qualité est bluffante. Punaise! J'ai fait un petit test rapide en PETG, toujours avec les réglages génériques préenregistrés. Idem, le résultat est top. C'est pas un filament que j'utilise souvent, donc je me suis pas attardée davantage sur le multicouleur. Mais peut-être que quelqu'un fera une vidéo avec un peu plus de profondeur sur ce sujet. Le PETG, je l'utilise plus comme un matériau de support. Justement, parlons-en. Plusieurs têtes, c'est idéal pour l'impression multimatériaux. Les cas d'usage sont nombreux. Des parties flexibles sur une pièce, des supports qui se détachent plus facilement, des finitions de meilleure qualité. Tout ça, c'est vraiment top. Et elle le fait vraiment super bien. Déjà, imprimer du TPU, c'est un vrai plaisir. Vous savez, le filament flexible qui demande une organisation sur toute la plupart des imprimantes. Ici, rien de plus simple. Il rentre au même endroit qu'un filament classique. Le résultat parle de lui-même. Et pourtant, c'est du TPU 90A, un des plus difficiles. C'est aussi un filament qui accroche fort au plateau. Si vous en avez déjà imprimé, vous savez de quoi je parle. Par exemple, sur cette balle, il n'y a qu'une toute petite partie en contact sur le plateau. Et pourtant, c'est une vraie galère. Alors imaginez quand je vais devoir retirer les supports.
Eh bien non, les supports viennent tout seuls parce qu'il est imprimé en PLA, qui adhère beaucoup moins. Résultat, les surfaces sont propres et c'est beaucoup plus facile pour retirer. Vu que c'est un filament un peu plus délicat à imprimer, j'ai adapté les paramètres en fonction des recommandations constructeurs. Rien de bien compliqué, j'ai diminué un peu la température d'extrusion et du plateau. Ah oui, j'ai aussi diminué légèrement la vitesse volumétrique pour ralentir l'impression. Tant qu'on est dessus, un petit mot sur le logiciel. C'est leur propre slicer qui se télécharge sur le site. Il est intuitif, facile à utiliser. Normal, il est conçu sur la base d'Orca Slicer. L'interface de l'imprimante est rudimentaire, mais ça fait le taf. On y retrouve toutes les infos qu'on a besoin. Et on voit ce qui se passe sur l'imprimante grâce à la caméra embarquée. Bon, c'est pas du 4K, 120 images secondes, mais de nouveau, ça fait le taf. Pareil avec l'application mobile. Après, soit ce sont les vaches de ma campagne qui pompent le Wi-Fi, soit il faut être patient. Mais parfois, je perds la connexion. Je sais pas pourquoi. À part ça, tout est bon. Allez, peut-être un point. La hauteur de couche minimale est de 0,12. Vu que c'est une imprimante qui est destinée aux impressions de figurines, ça aurait été sympa de pouvoir la descendre jusqu'à 0,08. Enfin, je dis ça, mais 0,12, le résultat est déjà incroyable. Ce qui est sûr, c'est que niveau technique, elle est top. Elle sait tout faire. Niveau logiciel, il y a encore des petites corrections à faire. C'est pour ça que vous verrez certains de mes homologues américains galérer avec leur tour d'amorçage. Mais grâce à eux, le slicer a été amélioré et personnellement, tout s'est bien passé de mon côté. D'ailleurs, petite mise à jour, la connexion est à présent parfaitement stable. Ça me fait penser au lancement du jeu Cyberpunk, pour ceux qui ont la ref. À sa sortie et sous la pression des investisseurs, la boîte de développement a dû lancer un jeu pas totalement fini. Forcément, les critiques n'ont pas loupé. Mais la suite, on la connaît. Ils ont fait un carton plein. Et depuis, j'ai l'impression que c'est devenu la norme pour toutes les nouvelles sorties. On dirait bien que c'est pareil pour les imprimantes 3D. Heureusement, j'ai de la chance d'être arrivée au moment où tout marche sur des roulettes. C'est une imprimante incroyable. Je m'attendais vraiment pas à ça, mais c'est la réalité. C'est pour ça que je devais absolument vous la présenter. Si vous avez raté le coche avec la SnapMaker U1, peut-être que c'est le destin. Elle en vaut clairement la peine. En tout cas, voici mon avis. Je vous remercie absolument pour tous vos messages, votre soutien, vos abonnements. Vous êtes vraiment en or. On se dit à bientôt, continuez de briller et que Dieu vous bénisse. Bisous. Abonne-toi, mets un like. Et ton like. Dis-moi en commentaire qu'est-ce que t'en penses.